Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un podcast un peu hybride. On va vous expliquer un petit peu tout ça avec François-Pierre Noël, mon acolyte de toujours, qui est forcément avec moi. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, podcast un peu hybride. On est à quelques jours, en tout cas on est à quelques encablures du début de la Vuelta et on est juste après les Jeux Olympiques. Donc on va faire un podcast un peu débrief des JO parce qu'on a encore la tête dedans, on a vécu une quinzaine de dingues. Et puis on va parler un petit peu de la Vuelta, la présenter, elle part de Lisbonne ce week-end, donc on va en profiter, à part samedi de Lisbonne, on va en profiter un peu pour mêler les deux dans ce podcast. FP, pour commencer, déjà ces Jeux Olympiques ont été grandiose. Oui, ils ont été grandioses, pour tous les sports, pour tout. Moi, je pense que j'ai suivi ça à fond, peu importe la discipline, mais comme tous les 4 ans. Pour revenir un peu au vélo, il faut dire que le cadre était magnifique quand même, avec ces images, avec la double victoire de Remco Evenepoel. On rappelle, on avait fait un podcast avant les JO, je crois qu'on s'était un peu tous plantés, il faut avouer. Ouais, toi t'avais bien dit, Evenepoel, je vois pas du tout. Alors pas du tout, j'avais dit, je doutais, mais j'étais pas optimiste. Au final, il nous a bien fait mentir. Non, tu ne voyais pas du tout. En tout cas, voilà. Mais c'était, franchement, des jeux très réussis. Et puis, ça fait du bien, quoi. C'est vrai qu'on était très, très heureux pendant 14 jours. Et voilà, on espère que ça va durer encore longtemps. Ouais, avec les Paralympiques qui vont arriver à la fin du mois d'août. Et puis, notamment avec Florian Joigny en paracyclisme qu'on avait reçu dans Vélo Podcast. D'ailleurs, on salue Valentin qui l'entoure aussi à Florian Joigny. Donc, on va suivre aussi un petit peu ces Paralympiques. Ces Jeux Olympiques, toi, allez, pour commencer, hors cyclisme, tu retiens quoi comme image? On va dire ton top 3 des images. Voilà, je ne saurais même pas te dire, j'en ai tellement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ouais, les top 3 des images... Ouais, c'est difficile. Moi, j'en ai tellement. Le Grand Palais qui était incroyable pour l'escrime. Moi, je retiens quoi? Il y en a plein. Evenepoel avec la Tour Eiffel en fond quand il gagne, par exemple. Qu'est-ce que je peux retenir? Léon Marchand, évidemment, quand il remonte Milac sur le. Alors, j'ai plus l'épreuve maintenant sur le 200 sur le papillon, 200 mètres papillon. Enfin, moi, c'est ça. Je sais pas toi, mais ouais, il y en a beaucoup. Lisa Barbelin au tir à l'arc, par exemple. Quand l'autre, elle fait. L'autre, c'était de la concurrente, pas sud-coréenne. C'était une sud-coréenne qui fait 8 ou qui fait 7, je sais plus. Enfin, c'était impressionnant. Enfin, c'est de la dramaturgie, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Et puis, franchement, c'était bluffant. Ouais, franchement, moi, j'ai vécu c'est marrant parce que, ce qu'a dit Tony Estanguet dans son discours de cérémonie de clôture, en disant qu'on était un peuple de râleurs et qu'on s'est rassemblés pendant cette quinzaine. Tout le monde critiquait les Jeux Olympiques avant. Ceux qui ont déjà vécu les Jeux Olympiques disaient, vous allez voir. Et on a vu. Et je pense que finalement, ça fait du bien que ça ferme quelques clapets à certains, ces Jeux Olympiques. On n'a rien entendu d'autre que... on n'a pas entendu autre chose que les Jeux Olympiques pendant ces 2 semaines. Et franchement, ça a fait du bien un peu à tout le monde. On s'est rassemblés. Le fait qu'il y ait beaucoup de médailles, beaucoup de titres, ça a aidé aussi. Le rugby à 7 qui d'emblée, avant même la cérémonie d'ouverture, a brillé, ça a permis aussi de réveiller un peu tout le monde. Allez, moi, si je ressors un top 3, il y a forcément la soirée où Léon Marchand remporte ces 2 titres. Elle était complètement dingue. Le défi était complètement dingue à la hauteur du gars. Le titre de Pauline Ferrand-Prévot, l'émotion qu'il y a eu pour ce titre qu'elle attendait tant, c'était un peu sa manière, elle, de boucler la boucle dans cette discipline du VTT où elle est la reine depuis des années et des années, elle qui va repasser sur la route après dans ton équipe préférée, François-Pierre, c'est à la Visma-Leasebac forcément. Et puis après, qu'est-ce que je mettrais en 3e image? Le triplé BMX. Ah oui, ça c'était fou aussi. Ouais, c'est le vrai. triplé BMX. Ah, t'as pas mis Pidcock qui te fait tomber Koretsky. J'attendais que tu rebondisses dessus. Après Koretsky, j'ai l'impression qu'il était à bout. On va en parler juste après. Ouais, bon. Mais Pidcock était clairement le plus fort sur la journée. Le gars, il crève, il revient. Enfin bon,
Voilà, ça a été énorme. Mais ces Jeux Olympiques, en vrai, avec les sites, et puis voilà, il y a les sites aussi qui ont été dingues. Le spot de la Tour Eiffel derrière le terrain de beach volley, le Grand Palais, tu l'as dit. Le marathon, on a clôturé le marathon là dans Paris. La course en ligne de cyclisme dans Paris, avec la montée de Montmartre, le monde qu'il y avait dans Montmartre, mais c'était un truc de dingue. Enfin, franchement, c'est une énorme réussite ces Jeux Olympiques. Et voilà. Bon, on va parler des épreuves de cyclisme quand même. On va parler des épreuves de cyclisme. On va commencer peut-être par le cyclisme sur route avec celui qui a été le roi de ces JO en cyclisme, Remco Evenepoel. Alors Evenepoel, il a dit dans la prononciation sur le site des Jeux Olympiques, c'est Evenepoel. Voilà. Evenepoel. Voilà. Remco Evenepoel qui remporte le contre-la-montre homme. Il a course en ligne homme avec une démonstration lors de la course en ligne. C'est bon, bravo, chapeau. Il a fait 3e du tour une semaine avant le chrono. Il remporte le chrono et une semaine après le chrono, il remporte la course en ligne. Ouais, et puis un chrono, c'est costaud quand même. Un chrono pas évident parce que les conditions climatiques étaient pas terribles. Il y a plu, il y a eu beaucoup de chutes aussi, c'est qui a peut-être pu l'aider également à Remco Evenepoel. Mais moi, je trouve que il a été incroyable de force, de précision. Même aussi dans la course en ligne, si on peut faire un package commun, moi je trouve qu'Evenepoel a couru parfaitement sur les deux courses. Voilà, après la concurrence, il l'éloigne d'assez loin. Hein. Quand on voit sur le chrono, par exemple, il met Ghana à 14 secondes quasiment. On a un Tarling, oui, alors certes il est jeune, mais il est quand même à 27 secondes. Van Aert, lui, fait 3e à 25. Enfin, tu vois, il était vraiment dans un autre monde quand même. Donc c'est ça qui est aussi assez bluffant. Franchement, que dire de plus? Alors évidemment, Ghana, on l'avait tous mis, je pense, dans notre podium pour le chrono. Ouais. Van Aert, c'était un outsider, ça c'est clair. Evenepoel également. Enfin, en tout cas favori, mais on ne savait pas trop dans quel état de forme il allait être après le Tour de France. En tout cas, moi, mais même d'autres, il a fait quand même mentir à tout le monde parce qu'Evenepoel, c'est Evenepoel. Et c'est vrai que quand il y a des objectifs sur les courses d'un jour, il est quasiment imprenable. Surtout que je pense que l'erreur qui a été commise sur la course en ligne, c'est que de laisser partir Evenepoel, sans le prendre tout de suite, quoi. Van der Poel avait peut-être pas les jambes, mais moi je trouve que c'est l'erreur de Van der Poel s'il voulait gagner, s'il avait les jambes, c'était de pas suivre Evenepoel, quoi. Parce que au niveau des Belges, pour une fois, la tactique était aussi intelligente. Van Aert suivait les coups derrière, il a annihilé toutes les attaques. Donc voilà, moi je trouve qu'Evenepoel et la Belgique en général a très très bien couru ses courses en ligne. Après, moi ce qui me bluffe, c'est sa capacité de récupération entre le tour où finalement il a quand même bien terminé sur le tour parce qu'on en avait parlé, il en venait même à attaquer Vingegaard sur le dernier week-end. Une semaine après, il va remporter le chrono d'une manière exceptionnelle. Donc ça veut dire qu'il est quand même capable de répéter pour fournir un tel effort dans Paris. Et puis sur la course en ligne, tu dis qu'on l'a laissé partir. En fait, il a été très intelligent parce qu'il me semble qu'il revient de l'arrière et puis il profite d'un temps d'accalmie pour placer une mine que personne ne peut suivre. Bien sûr, parce que Van der Poel, on dit Van der Poel, son erreur c'est de ne pas avoir suivi. Mais il venait de suivre combien d'attaques? Il venait de tenter combien d'attaques avant? Il était en sous-nombre. En fait, il était en sous-nombre. Il n'y avait personne pour rouler pour lui. Chez les Pays-Bas, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué au niveau de la. Il y avait Van Baarle avec lui, peut-être, qui était encore avec lui jusque là. Ils avaient roulé avant. Ils avaient roulé avant, certes. Oui, non, ça c'est clair. Mais c'est vrai que au niveau de la Belgique, souvent, on se disait ils avaient les meilleurs coureurs, mais là, tactiquement, c'était un peu compliqué parce qu'ils se tiraient un peu entre les pattes. Là, cette fois-ci, la tactique était assez claire et ils avaient deux cartouches, quoi. C'était Evenepoel et Van Aert. Et quand tu cours comme ça, c'est compliqué avec deux immenses coureurs comme les deux qu'on a de faire quelque chose. Après, voilà. Le regret, c'est peut-être de voir un Van der Poel qui n'était pas terrible depuis quelques semaines sur le Tour de France. On s'est dit, il va se réserver pour les JO. Et puis au final, le soufflet est un peu retombé. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on n'a pas eu peut-être l'affrontement qu'on attendait, tu vois, entre Van Aert, Van der Poel ou Van der Poel et Evenepoel ou même les trois. Enfin, tu vois, il y avait peut-être une autre histoire aussi qu'on aurait pu se raconter. Mais au-delà de ça. On l'a eu dans Montmartre. En fait, on l'a eu dans les montées de Montmartre. C'est cette histoire entre Van Aert et Van der Poel. Parce que sur la première attaque de Van der Poel, Van Aert est dans la roue. Bon, derrière, en fait, il fait la différence. Tu vois que sur l'accélération, il est fort, il est costaud, parce qu'il crame tout le monde, il lâche tout le monde. Alaphilippe n'a pas réussi à suivre, et finalement, il était là, Van der Poel au sommet de Montmartre, avec Van Aert à la bascule. Bon, derrière, il n'a pas voulu rouler, parce que les deux, en fait... C'est terrible parce que Van der Poel, il a déjà fait pratiquement, il a déjà fait son palmarès, Van der Poel. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que, en fait, quitte à perdre, il veut pas que Van Aert gagne. Ouais, c'est un peu ça. La tactique, elle est là, en fait. C'est vrai, c'est assez juste. Et après, moi, ce que je trouve aussi brillant, donc pour prolonger ça, c'est que on a réussi avec l'équipe de France à s'insérer là-dedans, en fait. C'est ça que je trouve fort aussi, parce que quand moi j'ai aussi critiqué la compo. Moi, c'est vrai qu'un Cosnefroy, je l'aurais vu là. Et puis moi, je trouve que Cosnefroy, c'est quand même un coureur qui a
qui a la capacité à faire des efforts de longue distance, parce que moi j'entends bien dire Madouas, il est fort, plus c'est long, plus il est fort, ça je maintiens. Mais Christophe Laporte, faut aussi se dire, le gars il revient de nulle part, parce qu'il faut, quand on voit sa saison à Christophe Laporte, qui aurait misé sur Christophe Laporte avec les meilleurs et pour terminer médaille de bronze. Enfin moi franchement, il n'a pas été chanceux aussi Laporte sur sa mais saison. c'est clair. Ah non, mais je dis pas que c'est que de sa faute, au contraire. Hein. Moi, tu sais, tu peux avoir une mauvaise saison parce que tu tombes. Hein. Regarde Alaphilippe les deux dernières saisons, il n'était pas mauvais. C'est juste qu'il a eu des chutes et des grosses chutes malheureusement. Et Laporte, il a eu ça. Il a eu cette malchance-là de tomber sur un bidon de Giro, par exemple. Enfin, voilà, c'est des choses où t'as pas de bol. Mais le truc est quand même que quand tu vois le niveau qu'il avait sur les JO, tu te dis, mais si on avait Laporte de l'an passé, mais est-ce qu'il visait pas la gagne ? Ouais, forcément. Forcément. Et en plus, il était très intelligent parce que lui il était un peu là, on va pas dire pour suivre, mais en tout cas pour être en backup au cas où les coups précédents ne marchent pas. Madouas était un peu là dans l'anticipation. Et tu te rends compte que finalement, Vauclair, quand tu fais le bilan de Thomas Vauclair à la tête de l'équipe de France... Moi, je me rappelle quand on commençait Vélo Podcast, tu vois, je me rappelle quand tu faisais le bilan des anciens sélectionneurs, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis là, en fait, après, encore une fois, même si ça n'aurait pas marché, tu vois, si on n'avait pas de médaille, imaginons, tu vois, ils se font reprendre au sprint, ils perdent, ils font 5 et 6 par exemple. Je pense que, tu vois, j'aurais quand même tenu le même discours en disant qu'il a été très bon tactiquement parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que la force de Vauclair, c'est d'exister avec une équipe qui est sur le papier moins forte. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, moi, je trouve que c'est assez intelligent ce qu'il fait quand on voit même un Alaphilippe. En fait, l'avantage de ne pas avoir de gros leaders en équipe de France, enfin, en ce moment, je veux dire, hein, parce qu'avant, tu avais Julien Alaphilippe, mais aujourd'hui, c'est qu'en fait, chacun va rouler pour l'autre. En fait, personne peut dire ah ouais, mais je suis meilleur que toi, donc c'est moi le leader, donc tu dois rouler pour moi, tu vois. Donc là, un Laporte quand il raconte à la fin de la course que il savait que Madouas était devant et que lui son objectif c'était que personne rattrape Madouas, ça montre aussi la mentalité de l'équipe, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et ça, je trouve ça beau. Mais c'est aussi. là où tu vois que Vauclair est un vrai leader et que, en fait, il est très proche des coureurs parce qu'il a même couru avec certains sur sa fin de carrière, dans le sens où il a partagé le peloton avec certains sur sa fin de carrière. Et puis on connaît la maîtrise tactique de Vauclair, sa science du vélo qui contraste très fortement avec son homologue sélectionneur féminin, mais on va en parler juste après. Finalement, Thomas Vauclair est très fort pour ça, et de faire inculquer aussi un Julien Alaphilippe, de faire comprendre à un Julien Alaphilippe qui a peut-être compris lui-même qu'aujourd'hui il est plus capable de jouer la gagne, mais qu'il est vraiment là en capitaine de route aussi pour entourer ces gars qui ont pris le flambeau, qui ont pris le relais. Hein. Christophe Laporte peut jouer la gagne sur des Jeux Olympiques, sur les championnats du monde. Maintenant, il était champion d'Europe l'année dernière à Laporte. Que Madouas est capable de faire médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Si tu m'avais dit en début de saison que Valentin Madouas allait être médaille d'argent sur la ligne d'arrivée au pied de la Tour Eiffel, je t'aurais pas cru. Bien sûr, c'est comme même de dire qu'on aurait 2 médailles sur la course en ligne, tu vois, juste là, argent et bronze. Complètement. C'est quand même fou. Et puis, encore une fois aussi, moi, Julien Alaphilippe, tu dis qu'il est un peu en mode capitaine de route. On parle d'un gars quand même qui, certes, fait que double champion du monde. Ouais, mais il fait 11e sur les JO, c'est quand même une très belle performance parce que il a aussi lancé des attaques, il est aussi revenu sur des coureurs qui tentaient d'aller chercher Madouas, mais également. Bon là, on n'en parlera pas longuement évidemment, mais je le place comme ça. Il fait quand même 2e de la classique Saint-Sébastien, tu vois. Donc aussi, on parle d'un coureur qui, même si il a des années compliquées, revient à un niveau plus que correct, tu vois. Donc voilà. Oui, mais pour moi, ça acte quand même le déclassement de Julien Alaphilippe au top niveau mondial. Oui, mais ça évidemment. Mais après, tu vieillis, puis on le sait. Attention, mais voilà, mais perdre contre Hirschi au sprint, c'est pas une insulte, hein. Attention, hein. Ah non. Non, mais bien sûr, mais pour moi, ce que je veux dire, c'est que ça acte définitivement parce qu'on s'est dit, ouais, Julien Philippe, il était pas bien préparé pour ci, pas bien préparé pour là. Là, il avait squeezé le Tour de France, il s'était préparé pour les Jeux Olympiques, il avait brillé avant dans un tour dont je me souviens plus, c'était le Tour de République tchèque, merci. Il avait brillé avant, il revenait en forme, et malgré, pas dire ce pic de forme, ou malgré cette forme avec laquelle il est arrivé à Paris, il fait pas top 10. Il n'arrive pas à suivre, pas beaucoup de monde arrive à suivre Mathieu Van Der Poel sur ses attaques, mais il n'est pas devant, il n'est pas avec... il finit devant Van Der Poel. Hein. Mais oui, devant Van Der Poel, mais bon, Van Der Poel, à la fin, il joue pas la gagne, il se relève. Mais ce que je veux dire, c'est que Alaphilippe, il fait sa course, mais il est plus capable de jouer la gagne, il est plus capable de jouer podium sur ses grandes courses, sur des courses World Tour, sur un monument. Je pense que maintenant, ça y est, on a basculé dans autre chose et on verra bien. Il a annoncé à Patrick Lefevere son départ de Soudal Quick-Step.
Toi, FP, est-ce que tu penses que ça va être chez Tudor? Non, t'as des infos en Suisse? Je sais juste que effectivement il y a des contacts. Après, moi, je sais juste ça. Après, te dire que c'est fait. Total Énergie ou Tudor? Bon, voilà. Après, on va citer, c'est RMC Sport qui annonce qu'il va chez Tudor. Moi, je peux juste vous dire qu'il y a des contacts, mais je sais pas si c'est fait. On verra. Peut-être qu'on aura Marc Hirschi et Julien Lafilippe ensemble en équipier, ce qui sera pas mal. Et puis en même temps, il aura une équipe qui vise le World Tour à terme, qui sera invitée sur pratiquement toutes les courses, toutes les grosses courses. Et il va pouvoir briller, il va pouvoir se faire une fin de carrière assez tranquille. On va clore la parenthèse pour revenir aux Jeux Olympiques parce que quand même Laporte et Madouas médaillés. Et je vais juste terminer sur ça avant de passer aux femmes. Ce qui compte aux Jeux Olympiques finalement, c'est la médaille. C'est le titre, mais c'est la médaille. Tu fais un podium au championnat du monde, ça n'a pas la même saveur qu'un podium aux Jeux Olympiques. Ah oui, c'est clair, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est tout à fait une course totalement spéciale, c'est qu'une deuxième place peut être autant fêtée qu'une première place, et d'autant plus quand tu as un Remco Evenepoel monstrueux et que tu sais que tu pouvais rien faire contre lui, quoi. Enfin, quand tu vois, même là, il crève c'est combien de kilomètres? À 4 km 3 km de l'arrivée? 3 km, 3 km de juste l'arrivée. après avoir passé le Louvre. Ouais. Et au moment, il arrive devant le Louvre. Mais en tout cas, quand tu vois, il crève et puis il a encore 45 secondes d'avance. Enfin, c'est bluffant. Et puis son affolement, parce qu'il n'y a pas d'oreillette. Bon, il est affolé, pas d'affolement. Il est quand même sur le moment. Il dit à son mécano de se dépêcher. Non, si, pardon, je veux dire, il y a de l'affolement. Pardon, excuse-moi. Non, je veux dire, il y a de l'affolement, mais il n'y a pas d'oreillette. En fait, il n'y a pas d'oreillette. Voilà, donc il est complètement affolé parce que voilà, il se dit que en fait les gars ils sont à 30 secondes derrière, il sait pas ce que ça donne. Et Mama, qu'est-ce que c'est bien quand il n'y a pas d'oreillette quand même. Tu vois l'intelligence des coureurs dans la course. Et puis quand il y a des problèmes, c'est un peu à l'ancienne. C'est la moto qui appelle la voiture. Là, il a de la chance que sa voiture ait doublé le groupe de poursuivants. Sinon Madouas est champion olympique. Donc, c'est pas sûr, il restait 3 km quand même, il fallait tenir face à Evenepoel en subvence. S'il n'y a pas la voiture derrière Evenepoel, il est obligé d'attendre que sa voiture arrive. Bien sûr, oui, non, mais je pense qu'il aurait pris 10 secondes. Tu vois, Bon, en tout cas, on peut pas réécrire l'histoire. Mais... On va pas réécrire l'histoire. Bon, par contre, on va parler de la course femme. Ah, bon, t'es sûr? Je suis pas sûr. C'est là que tu vois en fait. Alors, je dis ça, mais moi j'ai bien aimé la course femme. C'est juste que moi je disais ça par rapport aux Françaises, parce que c'était très compliqué. Pareil. Non, pardon, c'est par rapport aux Français. La victoire de Kristen Faulkner a été énorme. Ouais. Elle a été hyper forte, elle a été intelligente et elle est sortie au bon moment et elle a décollé de la roue les autres qui étaient derrière. Bon, voilà. Une victoire à la Vauclair. Mais alors, oui, un petit peu. Mais vraiment, c'est une victoire qui est vraiment intelligente. Et puis, qu'est-ce qu'elle était forte, quoi. Alors après, attends, c'est Blancavas, voilà, qui était dans la roue de Kristen Faulkner et qui n'a pas réussi à suivre. Blancavas qui a fait une super course, qui a été mal récompensée. Et c'est marrant parce que ce qu'on a entre Van Aert et Van Der Poel, on l'a entre Marianne Vos et Lotte Kopecky. Ah ouais, alors là, l'enterrement de première classe, c'était quand même triste à voir. Pour deux championnes comme celle-ci, Marianne Vos, si je me trompe pas, elle a déjà été championne olympique. Mais tu vois, et une Lotte Kopecky, tu te dis, mais enfin, à un moment, il faut rouler, quoi. On parle de deux immenses championnes. Normalement, Kristen Faulkner, tu peux aller la chercher. Mais c'est vrai que tu le sens, dès qu'elle part, Faulkner, c'est fini. Elle se regarde et on dirait qu'elle dit, ok, tu gagnes pas, moi je gagnerai pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment, je veux pas te faire gagner. Ouais. C'est fini parce que Blancavas n'a pas les jambes pour suivre. Ah oui, Blancavas aussi, elle fait tellement d'efforts avant que moi je comprends pourquoi elle peut plus rouler à ce moment-là. Non, mais complètement. Mais c'était une très jolie course avec beaucoup de suspense. Moi j'aimais, c'est vraiment, c'était très agréable à suivre. C'était une très belle course, mais c'est une course qui a été dessinée en fait par une chute au pied de la première montée juste avant la première montée de Montmartre. C'est ce qui a complètement dessiné cette course. Et malheureusement, c'est marrant, mais tu vois, c'était les plus fortes qui étaient devant. Seule Lotte Kopecky a réussi à faire le jump parmi les filles bloquées par la chute sur le groupe de devant. Il n'y avait pas les Françaises. Alors, pour moi, c'est une faute. Alors, je ne vais pas forcément jeter la pierre aux coureuses en elles-mêmes, mais un peu à Paul Brousse, le sélectionneur, parce qu'il y avait mieux à faire et que, tu vois, c'est Vauclair à la place, les filles, elles sont dans les 10 de devant. Bon, ça en sera jamais, mais j'entends ce que tu dis. C'est vrai que, moi, la sélection, je n'étais pas assez convaincu, mais quand tu as une victoire Berthaud, moi, je ne comprends pas qu'avec une victoire Berthaud, t'anticipes pas plus en fait. C'est ça mon regret plus sur cette course que sur la tactique à ce moment-là à Montmartre. Moi je trouve que Victoire Berthaud elle a été trop sage en gros jusqu'à la chute et c'est ce qui a fait défaut je pense à cette équipe de France contrairement à l'équipe de France masculine.
C'est parce qu'elle avait la piste après. Oui, peut-être, mais peu importe, t'as la piste après. Enfin, t'es en course en ligne. Si t'es en course en ligne, tu vas te donner à fond pour avoir une médaille. Enfin, Victor Berthaud, on parle d'une cycliste qui est quand même son point fort, c'est de partir de loin, comme Madouas. On avait deux mêmes profils en fait. Championne de France en titre en plus. Enfin, pas en titre, mais aussi. Non, c'est pas. Non, c'est Juliette Labousse qui a remporté le titre en Normandie. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, tu vois, moi, Victor Berthaud, c'est une cycliste qui doit anticiper. Elle peut pas. C'est pas une coureuse qui va pouvoir être avec les meilleurs et qui va pouvoir suivre les meilleurs. Alors après, peut-être que la chute a rebattu les cartes aussi. Ah, mais c'est sûr. Voilà. Bien sûr. Non, mais c'est ça. Mais pour moi, il fallait être placé. C'est pas possible d'être bloqué. On est chez nous en France. Ça tombe en 10e position, 10-15. On n'a personne devant. Et les favorites, elles sont devant. C'est pas possible de louper le coup. Non, je suis entièrement d'accord. Et après, le regret qu'on peut avoir, peut-être pour ce qui aurait pu sauver le cyclisme féminin français en ligne, ça aurait été le chrono. Et là où on n'a, pour le coup, pas eu trop de bol, parce que Juliette Labousse fait un chrono exceptionnel, et elle termine 4e au pied du podium. Ouais, 4e à 9 secondes. 9 secondes, c'était le même temps. Alors attends. On en avait parlé avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Tu cherches Chloé Digert, l'américaine ? Non. Juliette Labousse, elle termine à 9 secondes du podium. Et c'était l'an dernier où il y a l'an dernier, elle fait 5e du contre-la-montre des championnats du monde et elle termine déjà à 9 secondes du podium des championnats du monde du chrono. Donc il y a eu quand même Chloé Digert qui avait été championne du monde. Cette année, c'est Grace Brown. Tout ça pour souligner aussi la FDJ Suez. Oui, on l'avait dit d'ailleurs, Grace Brown, une de nos favorites, mais par rapport à son année qui est exceptionnelle, il faut le dire, alors qu'elle prend sa retraite en fin de saison. Bravo Grace Brown, et je pense que elle a tout fait. Enfin, c'est bon, là, tu vois, elle a fini le jeu. Pour la FDJ Suez qui a eu 2 titres sur ces Jeux Olympiques avec Vittoria Guazzini aussi sur la piste. Cette équipe fait confiance en ses coureuses et cette confiance, elle est rendue. Et au double projet. Mais cette confiance, elle est rendue parce que les filles sont en confiance. Donc c'est un cercle vertueux et ça marche et les filles sont bien dans la tête et ça marche, donc bravo. Bon, d'une fille à l'autre, faut quand même qu'on parle de la reine du VTT, Pauline Ferrand-Prévot, victoire magistrale. Enfin, elle a réussi à remporter cette victoire après laquelle elle courait depuis des années et des années. Ouais, c'était fou. Alors ça, encore une fois, Pauline Ferrand-Prévot, t'as toujours un peu peur parce qu'elle a eu tellement de désillusions sur les Jeux Olympiques. Tu te dis qu'est-ce qui va encore lui arriver en fait. C'est ça qui est un peu triste pour elle, c'est que on sait qu'elle est tellement forte, elle est au-dessus des autres VTTistes et en fait, t'es quand même stressé quand tu vois le départ de la course. Tu te dis, est-ce qu'il y aura une chute, une crevaison, tu vois, un peu comme Pidcock, c'était avant, je crois, Pidcock, c'est la veille, si je me trompe pas. C'était le lendemain. C'était le lendemain, pardon. Mais en tout cas, tu te dis, il peut y avoir un truc, et non, vraiment, tout s'est bien passé. Alors, malheureusement, la poisse a été transmise à Loana Lecomte, qui fait une grosse chute, une commotion, je crois d'ailleurs. J'ai eu tellement peur sur le moment quand tu la vois au sol et qu'elle réagit pas en une demi-seconde. Ouais, puis surtout qu'au début, on a vraiment les premières infos qui remontent à l'époque aux commentateurs, c'est un peu, elle était pas inconsciente, mais en tout cas, c'était limite et c'était inquiétant. Mais c'est dommage, on aurait presque pu avoir 2 médailles parce qu'elle les méritait, je crois, le compte. Mais Pauline Ferrand-Prévot, elle a écrasé la course, quoi. Enfin, en fait, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'au final, elle a fait ce qu'elle fait cette saison. Ouais. Elle termine avec 3 minutes d'avance sur sa dauphine. Ouais. C'est ouf. Hein. Après Loana Lecomte, tu sentais qu'elle avait pris un énorme coup de chaud, que c'était un peu compliqué sur la fin. Mais tu sais pas comment tu peux te refaire, tu vois. Tu peux te refaire quand même un petit peu. Ouais, bien évidemment. Avec aussi une fille qui a pas forcément pu briller à cause notamment d'un ennui mécanique dans le final, c'est Puck Peters, qui a pas réussi à avoir de médaille sur la course VTT, mais Pauline Ferrand-Prévot, la reine. Et là, elle va pouvoir revenir sur la route. Je vais pas dire profiter, mais... Et gagner Roubaix, pardon. Gagner Roubaix et gagner le Tour de France. Oh là, donc... écoute, double projet, voilà, pour Pauline Ferrand-Prévôt. Non, bravo à la reine. Finalement, on vient de passer pas mal de temps à débriefer les courses sur route, mais parce que là, Pauline Ferrand-Prévôt, on passe peu de temps parce que, en fait... la course était ultra maîtrisée. C'est que la course, elle la maîtrise de A à Z. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part... Chapeau championne, bravo la reine. Bon voilà, Loana Lecomte, rendez-vous en 2028 et voilà. Bon, on aura peut-être un peu plus de choses à dire maintenant sur Victor Koretsky, 2e place. Tom Pidcock a été plus fort sur toute la journée, mais quelle déception, quelle frustration de le voir se faire doubler, aller à 1 minute de l'arrivée dans une porte qu'il a ouverte et en fait il était je pense que les pulsations étaient à 180-200 minutes.
Tom Pidcock a Ouais, été plus. il y a une petite chute qu'on voit pas apparemment en direct. Qui fait revenir. En fait, voilà, exactement. En fait, dans la roue. Comment dire, c'est quand tu bascules au sommet d'Elancourt, tu fais une descente et après il y a une sorte de, pas de remontée, mais enfin si remontée replat, où dans une partie technique, il a fait une faute technique justement et il a permis à Pidcock de revenir. Derrière, Pidcock est revenu dans la roue de Koretsky. Enfin, ils se sont bataillés. Puis après, Pidcock a doublé Koretsky dans le final sur la porte qui s'est ouverte. Mais bon, Koretsky était un petit peu à bout. Il était dans le rouge écarlate, quoi. Oui, alors c'est ça. À première vue, en fait, ce qui est les images, moi, tu vois, tu t'es un peu. Enfin, comment dire ? En fait, t'es frustré dans un sens parce que Pidcock, dans les faits de course, voilà, sans les faits de course, il gagne la course largement. Je pense comme Pauline Ferrand-Prévôt, peut-être avec 1 ou 2 minutes d'avance, peut-être pas 3, mais en tout cas, il gagne largement. Le fait est qu'il crève, il revient. Tu sens que Koretsky est quand même bien, que tactiquement il a assez bien joué le coup en se disant ok, il a quand même fait un gros effort pour revenir, je vais attaquer. Donc il attaque plusieurs fois, il lui met des distances. Après il y a donc il y a cet écart à cause d'un arbre, l'un part à droite, l'autre part à gauche. Et en fait ce qui m'embête dans cette histoire, alors peu importe la faute, parce qu'évidemment il n'y a pas eu de réclamation et c'est normal apparemment, donc tout est enfin voilà, il n'y a pas de souci. C'est vrai que en fait c'est toujours embêtant parce que quand t'as un champion comme Pidcock, et c'est ça où je pense qu'il a peut-être pas compris parce qu'après ça a été mal perçu, le public a sifflé. Mais d'un côté, je peux comprendre, enfin, sur le moment, tu vois, parce que c'est toujours difficile d'être à froid, parce que c'est en France déjà, mais quand t'es à froid, quand tu vois ça, mais franchement, ça aurait été un Belge, ça aurait été pareil, un Suisse ou un Norvégien, j'en sais rien. Non mais vraiment, c'est qu'à froid, tu te dis, un champion qui gagne comme ça, tu vois ce que je veux dire, t'as un goût amer. C'est pas, en fait, pour moi, même pour Pidcock, je sais pas, enfin, tu gagnes pas. Moi, s'il gagne au sprint et puis, tu vois, il gagne au sprint, tu dis, wow, ok, bah, mec, incroyable, t'applaudis la performance parce que tu te dis, reviens. Mais là, tu gagnes. Alors, encore une fois, la faute, il n'y a pas de faute. C'est un coup tactique de Pidcock. Non, mais c'est un coup tactique. C'est un mauvais coup tactique de Koretsky qui a ouvert la porte. Oui, d'accord. Enfin, il a ouvert la porte, certes, mais je veux dire, il y a un passage à droite, un passage à gauche. Il a pris, ok, certes, le mauvais, mais quand il se retrouve là, tu vois, je veux dire, Koretsky, en fait, l'erreur de Koretsky, parce que je sais pas si Koretsky accélère à ce moment-là, si lui, justement, pour pas tout perdre, il freine pas un coup, et du coup, parce que tu vois, Pidcock qui passe un peu juste devant, mais Pidcock qui, entre guillemets, s'en fiche un peu. Et en fait, oui, il fait pas de grosses fautes, visiblement. En VTT, je suis pas un expert dans le domaine, voilà, mais des spécialistes qu'on a entendus, qu'on a lus, il n'y a pas de faute. En revanche, moi, je maintiens quand même que Pidcock aussi peut freiner ou on peut faire parce qu'en fait, là, vraiment, il va devant pour passer devant. Pour moi, il peut un peu s'écarter. Et c'est là où l'expérience de la route de Pidcock est bénéfique, parce que en fait, c'est ce qui s'appelle frotter dans un peloton, c'est exactement ce qui peut se passer. Là où Koretsky n'a pas la même expérience. Pas le même vécu, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au public, après, quand il a reçu les sifflets, alors c'était un peu abusé peut-être à la fin avec la remise de la médaille, mais sur le moment, je peux entendre l'argument de dire à froid, ouais les gars, enfin à chaud, pardon, plutôt à chaud, de dire, ah, t'es un champion, ok, mais mec, t'étais pas obligé d'aller dégommer le deuxième pour gagner, même s'il n'y a pas de faute, tu vois. Et ça, je peux entendre le public qui siffle à ce moment-là, parce que moi, t'estimes qu'un champion, tu vois, il gagne à la loyale. Enfin, à la loyale, sur le moment, je veux dire, à chaud. Mais après, sur la remise de la médaille, on aurait pu éviter autant de sifflets. Mais bon, voilà. On était à domicile et on avait Pauline Ferrand-Prévôt qui avait remporté l'or la veille. On était à 2 doigts d'avoir une deuxième médaille d'or en 2 jours en VTT. Il fait une course parfaite, ça veut dire. Lui, il fait une course parfaite. Énorme, aussi, complètement. Et puis le site d'Elancourt était sublime. C'est vrai, aussi, tout à fait. Magnifique parcours. On va passer au BMX. BMX vite fait avec BMX Freestyle, la médaille de bronze d'Anthony Jean-Jean, et puis BMX Racing, le triplé, Joris Daudet, Sylvain André, Romain Mailleux. 1, 2, 3, l'image de Joris Daudet qui franchit la ligne en premier. Il sait qu'il a Sylvain André à côté de lui deuxième. Il se retourne pour voir si c'est bien Romain Mailleux qui est troisième, parce que ça remontait un petit peu sur lui à la fin. Mais l'image est dingue, parce que dans la même soirée, t'as Léon Marchand derrière qui remporte. C'est la soirée, il remporte les 2 titres, non? Oui, je crois. Il remporte un titre, peut-être. Bon, je sais plus, mais il gagne quelque chose. Ouais. Mais l'enchaînement est fou. Et puis, voilà, ce triplé BMX à domicile, l'ambiance était top. Ils étaient favoris, ils ont assumé. Ouais, c'est ça. Puis, franchement, c'était fou, quoi. Quand même, franchement, les Français, ce qu'ils font. Là, sur le moment, c'est l'image iconique. Et puis, ils partagent ça à 3, l'équipe de France qui gagne notre première place. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus beau rêve pour eux, en fait, parce que c'est des gars qui se côtoient tout le temps. De ce que j'entendais, la sélection était très difficile aussi en équipe de France, parce qu'il y a un gros niveau. T'es à 3, t'es en finale à 3, déjà, c'est un exploit. Enfin, un exploit, en tout cas, ils étaient dans les favoris, mais je veux dire, c'est quand même, il n'y a pas eu de chute, tu vois, dans les séries avant. Et là, après, tu te retrouves à 3, aux 3 premières places. Enfin, que demander de plus? Et franchement, ça nous a fait rêver l'espace d'une soirée, en tout cas. Ouais, et puis avec quand même des gars qui sont
qui ont un énorme palmarès, hein, parce que Sylvain. Ils sont quasiment tous trentenaires, je crois, non? C'est pas des tout jeunes. Hein, alors, justement, je suis en même temps sur leur palmarès pour le détailler vite fait. On a un Joris Daudet, champion olympique, là, à Paris, qui a été 3 fois champion du monde, notamment cette année. Il était favori cette année pour la médaille d'or. Originaire de Saintes, en Charente-Maritime, Charente inférieure, et licencié au Stade Bordelais. Romain Mailleux, un Lillois, médaille d'argent, qui a été champion du monde de BMX l'année dernière en 2023. Donc Joris Daudet lui avait succédé. Il est vice-champion olympique à Paris. Et puis Sylvain André, qui lui a fait... Romain Mailleux, médaille de bronze, hein, c'est ça? Oui, Romain Mailleux, c'est la médaille de bronze, qui était champion du monde l'année dernière. Et puis Sylvain André, la médaille d'argent, originaire de Cavaillon dans le sud de la France, qui lui avait été champion du monde en 2018 et double vainqueur de la Coupe du Monde de BMX. Bon, c'est dire quand même la densité, le niveau. Les gars, ils ont fait 1, 2, 3, génial derrière, franchement. Chapeau messieurs, parce que nous on a vécu un moment complètement de fou. Et d'ailleurs les clubs, c'est marrant parce que les clubs de BMX ont déjà un afflux de licenciés pour venir s'essayer à la discipline, et ça je trouve ça top. C'est ce qui apporte les jeux, hein. T'as envie de faire tous les sports après, l'escrime, le BMX, ouais. La natation forcément. Et voilà, c'est top, franchement bravo messieurs. Alors que chez les femmes, la meilleure a été Axel Etienne, qui a terminé 7e au BMX Racing, BMX Freestyle. Laurie Pérez qui a fait 9e. C'est le moment de parler de la piste, FP, pour clôturer ce débrief. Oui, on va clôturer ça. De toute façon, il y a peu de choses à dire. Alors Mathilde Gros, amie de Vélo Podcast, n'a pas réussi à être championne olympique. Marie-Divine Kwame non plus. Pas mal de soucis en interne, visiblement, en tout cas de ce qu'on peut apprendre chez nos confrères de l'équipe, avec l'équipe masculine de vitesse. Alors, attends, on en parle maintenant, ou on parle de Benjamin Thomas maintenant? Est-ce qu'on garde le meilleur pour la fin? Je juste un petit point sur un peu le contexte général. Oui. Je vais dire qu'une phrase, c'est vraiment, voilà, tu peux pas avoir de résultats à partir du moment où en interne ça se passe pas bien, où t'as pas eu des bonnes conditions d'entraînement, en tout cas des bonnes conditions. Je parle avec l'encadrement. Il y a des gars qui se parlent pas, ils sont obligés de passer par des intermédiaires pour se parler. Voilà. Exactement, donc c'est compliqué chez les garçons. Tu peux pas réussir quand tu n'optimises pas tout. Et t'es à domicile, c'est pas possible en fait de s'en rendre compte. Là, au moment où ça y est, chez toi. Et finalement, ce qui est dommage, c'est que les champions du monde il y a 2 ans, dans ce même vélodrome à domicile à Saint-Quentin en Yvelines, qui était très prometteur, mais ces champions du monde, on a l'impression après coup que c'est l'arbre qui a caché la forêt, et une forêt qui est un petit peu pourrie par les luttes en interne et les divisions en interne. Et là où la piste était un pourvoyeur de médailles à chaque Olympiade, il y a encore 8-12 ans, jusqu'à la fin, on va dire, de l'ère Baugé, on peut dire, sur la piste, tu te rends compte qu'en fait, là, maintenant, c'est une fédération qui a pris énormément de retard par rapport à ses concurrents, que les Pays-Bas, que la Grande-Bretagne, les Portugais, les Italiens, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, ils nous ont tous doublés, ils font tous mieux que nous, et il va quand même falloir se remettre sacrément en question. En fait, pour que ça se déroule mieux, quoi. Et parce que la piste française est vraiment tombée très bas. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est dur, quoi. C'est dur de voir ça, et ça fait très mal, parce que quand on a connu des Arnaud Tournant, des comme Grégory Baugé, qu'on a reçu dans Vélo Podcast, c'est triste de voir cet héritage. Et moi, je pense que l'héritage. Félicia Ballanger, chez les femmes. Le salut. Ouais, Félicia Ballanger, j'allais y venir, parce que pour moi, le salut de la piste pour 2028, je pense pas passera par les hommes, parce qu'il faudrait voir peut-être la future génération qui arrive. Mais moi, je pense passera par les femmes. Parce que voilà, Mathilde Gros, certes, elle avait une Olympiade ratée avec Tokyo. Là, c'était un peu mieux, mais voilà, on peut se dire que dans 4 ans, elle va revenir avec les crocs. Et c'est une génération avec Marie-Divine Kwame, qui a 22 ans, je crois, qui est jeune, qui est prometteuse. Il n'y a plus qu'à aller à mettre, peut-être un peu plus, mettre le curseur un peu plus haut, mais je suis assez optimiste pour la partie féminine de notre équipe française de cyclisme sur piste. Ouais. Mais après, on peut quand même parler de ce qui a marché, parce qu'il y en a un qui. Alors oui, juste te dire que je suis d'accord avec toi, mais remise en question obligatoire, parce que là, ça va pas du tout. Je te laisse passer à Benjamin Thomas, parce que. Non, mais c'est Benjamin Thomas extraordinaire. Voilà, c'est fou, parce que il a vraiment, c'est un coureur qui est déjà attachant, je trouve, sur un vélo en course en ligne. D'habitude, quand il gagne le Giro,
c'est un coureur à l'ancienne qu'on aime en fait, parce que c'est un coureur qui me rappelle mon enfance, c'est chevauché au kilomètre, c'est voilà, le fait d'appuyer sur les pédales, enfin c'est un coureur que tu as envie d'aimer quoi, c'est ça qui est fou. Et quand tu le vois sur la piste, encore plus. Là il chute sur la dernière épreuve qui est attends, je veux pas que je me trompe maintenant. C'était la dernière épreuve, là il chute c'était sur la course au point de l'Omnium. La course au point, voilà, tout à fait. Donc voilà, sur cette course au point, oui, il chute au tout début, tu te dis c'est fini, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé quoi. Puis il va te gagner ça, enfin moi c'était fou quoi, la médaille d'or bien méritée et par un coureur exceptionnel quoi. Je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est l'accomplissement pour un mec qui est hyper attachant, qui sur la route est quelqu'un qui est capable de briller, va gagner une étape d'un grand tour, qui n'est pas forcément le meilleur des sprinteurs, mais qui a cette capacité de fournir des gros efforts. Je pense qu'il va pouvoir se tourner maintenant un peu plus tranquillement sur sa carrière, à la fin de carrière sur route. Benjamin Thomas qui aura 29 ans au mois de septembre. J'allais pas dire que ça sauve la saison de Cofidis, mais un petit peu sur la route. Et la victoire en plus, pour le coup elle est méritée parce qu'il a un palmarès sur la piste qui est quand même dingue. Quand tu vois le nombre de titres de champion du monde qu'il a, double champion du monde de l'Omnium, double champion du monde de l'américaine, champion du monde de la course au point, triple champion d'Europe de la course au point, triple champion d'Europe de poursuite par équipe, champion d'Europe de l'américaine, double champion d'Europe de l'Omnium. Bon, j'ai pas encore tout donné là, tu vois, les titres de champion de France à l'appel et tout. Donc c'est quand même... Quand on parle d'arbres qui cachent la forêt parfois, l'arbre Benjamin Thomas, le tronc est bien enraciné, quoi, tu vois. C'est quelqu'un qui a brillé, mais c'est quelqu'un qui a brillé, c'est bizarre, mais parce que en fait, il a la route à côté, que le double projet, en fait, lui permet de se concentrer à 100% dans le cyclisme, dans le sens où il y a des moyens. Il a les moyens, en fait, pour faire les deux. Là où les pistards, peut-être, et c'est peut-être un des problèmes qui fait que la piste française a été déclassée, il n'y a plus autant de moyens proportionnellement aux autres, il n'y a plus autant de moyens aujourd'hui mis sur la piste pour que ces pistards se développent, je trouve. Mais alors attention, parce que moi je me rappelle, pour regarder la même équipe Cofidis, il me semble que Cofidis, alors même s'ils n'allaient pas sur la route, ils sponsorisaient aussi Arnaud Tournant à l'époque. Oui. Et je me demande si Grégory Boget n'était pas sponsorisé Cofidis à une certaine période. Il me semble aussi. Oui. Cofidis le permet ça. Mais Cofidis a été une des premières équipes à faire tout. Ils ont fait le handisport, je me rappelle. Oui. En premier, ils faisaient donc la piste avec les sponsoriques pistes, et puis ils ont fait après avec ce double projet pour Benjamin Thomas. Et d'ailleurs Benjamin Thomas, il y a 2 ans, part chez Cofidis. Justement pour pouvoir faire le double projet permis par Cofidis, alors que c'était pas forcément dans les tuyaux et c'était pas forcément possible avec la FDJ à l'époque, le Groupama FDJ aujourd'hui. Tout à fait, c'est tout à fait juste. Bon, on vient d'en terminer avec les Jeux Olympiques. FP, oui. On a quand même fait un énorme bout, c'est pas mal, mais en même temps il y avait beaucoup à dire. On va quand même parler de la Vuelta, la présenter rapidement, cette Vuelta qui part ce week-end de Lisbonne, t'as vu un peu l'accent, Lisbonne au Portugal. Il y aura 3 jours au Portugal avant quand même une épreuve qui alors attends, faut que je me remette sur les profils d'étape. On a 3 jours et puis après ça va quand même ça grimpe tout le temps. Ouais, tout le temps partout. C'est une bonne Vuelta. On est sur une bonne Vuelta avec dès le 4e jour l'arrivée au sommet de Pico Villoercas. On va passer par Séville, Cordoue, Grenade. Voilà, on va remonter un petit peu avec Puerto de Anzares aussi en fin de 2e semaine. Le Cuitu Negru qui est une ascension hors catégorie qui est terrible dans le final. Le lendemain, les lacs de Covadonga, on est dans la dernière semaine. Et puis l'Alto de Moncalvillo le vendredi, le Picon Blanco le samedi, la veille de l'arrivée à Madrid, où il y aura un contre-la-montre pour terminer de 25 km dans les rues de Madrid. Autre contre-la-montre sur cette Vuelta, c'est en ouverture à Lisbonne. 12 km parcours classique Vuelta FP. Oui, parcours classique, mais c'est vrai qu'il est très très montagneux et les équipes ne se sont pas trompées parce que alors on n'a pas encore toutes les équipes officiellement encore qui ont annoncé leurs équipes, leur start list, mais la start list elle commence à être bien remplie et parmi les équipes qu'on connaît déjà, c'est la part belle aux coureurs qui aiment grimper évidemment, mais si tu veux pour faire un point après sur nos favoris, mais ça va être une Vuelta assez ouverte aussi, c'est ça qui va être intéressant parce qu'on n'a pas les 2 monstres et on n'aura pas Pogacar
Pogacar ni Jonas Vingegaard, mais on a quand même Primož Roglič qui est voilà, c'est sa course, c'est sa maison, donc on peut pas occulter Primož Roglič de l'étiquette de favori en tout cas. Ouais, forcément triple vainqueur de la Vuelta entre 2019 et 2021, triple vainqueur Primož. 2022 c'était Remco Evenepoel, 2023 le tenant du titre Sepp Kuss, pareil, pas Remco Evenepoel non plus sur cette Vuelta. Remco Evenepoel qui fait un petit peu maintenant office de troisième fantastique dans les courses par étapes. Il a validé, je pense, ce statut sur le Tour de France, mais Primož Roglič qui était au départ, qui a chuté, a abandonné, se reconcentre sur la Vuelta, une course qui lui correspond bien, mais il ne sera pas le seul leader dans cette équipe, où il y aura aussi Daniel Felipe Martinez et Alexander Vlasov. Primož Roglič était venu chez Red Bull Boransgro pour gagner le Tour de France. Il va peut-être se reconcentrer sur la Vuelta. On peut faire, on a donné un peu le parcours, mais nos favoris en 3, 2, 1 étoile. Tu mets forcément un favori derrière en 3 étoiles, toi? Roglič, alors, en 3 étoiles, oui, tu mets quand même. Parce que moi, en 3 étoiles, ça dépend ce que ça veut dire, mais par rapport au niveau qu'ils ont, moi je mettrais un Roglič avec un Carapace, par exemple, aussi, qui va faire la Vuelta. Tu peux mettre dans ce lot-là Sepp Kuss. Sepp Kuss, oui, un peu moins. Sepp Kuss, je pense que c'était quand même un one-shot. Enfin, je veux dire, pour la victoire, je parle pas le fait qu'il fasse un top 5, par exemple. Je mettrais peut-être plus un Enric Mas, parce qu'il a été vraiment à la rue au Tour de France. Alors je me dis que peut-être qu'il a tout misé sur la Vuelta, peut-être Mas en 2 étoiles, mais ouais, pour moi mes favoris, il y a Carapace, Roglič, de ce qu'on sait pour l'instant. Derrière, je n'ai pas d'autres à donner où je me dis sur eux c'est top 3, quoi, tu vois. Du côté de la UAE avec la paire Almeida-Yates, c'est pareil, ouais, Almeida, l'avantage d'Almeida c'est que c'est vrai que c'est un coureur qui est très bon, mais face par exemple à un Roglič et face à un Carapace en haute montagne, faut voir ce que ça donne Almeida, parce qu'il peut ne pas perdre beaucoup de temps, mais il en perdra. Je veux dire, c'est ça, c'est lui, sa force, c'est qu'il roule au même rythme. Oui. Alors voilà. D'autant plus que sur des montées typiques Vuelta, ça monte par un coup beaucoup plus que dans d'autres sur les 2 autres grands tours. Ce qu'il n'aime absolument pas. Exactement. Puis après, en 2 étoiles, voilà, c'est tous les outsiders. Mais il y a beaucoup, effectivement, je suis d'accord avec toi, de gens qui vont découvrir la Vuelta, qu'on va découvrir aussi. Isaac Del Toro, le Mexicain du AE, par exemple. Je suis curieux de savoir si ça peut valoir un top 10 sur 3 semaines. On a un Skelmose quand même qu'il ne faut pas oublier, chez la Lidl Trek, par exemple. Il ne faut pas oublier non plus, par exemple, aussi chez la Bahreïn, avec un Tiberi, Caruso aussi, qui sont toujours, il faut toujours se méfier. Félix Gall également, chez AG2R. Faut pas non plus l'oublier. Qui envoie une grosse équipe quand même. L'équipe AG2R, c'est qui aime grimper, ok, on vous envoie tous globalement. Et puis retour de Victor Lafay au passage. Oui, ça fait du bien. Victor Lafay qui a quand même rassuré sur le Tour de Burgos. Bon, il a pris la 25e place, mais il y avait une arrivée au sommet qui avait été remportée par Sepp Kuss, où il prend la 8e place de cette arrivée au sommet. Là où il a perdu pas mal de temps, c'est dans le contre-la-montre du lendemain, ce qui n'est pas forcément sa force. Il avait fait 7e du Tour de l'Ain au mois de juillet en plein Tour de France, mais Victor Lafay il revient bien. On espère que pour lui ses soucis sont justement derrière lui, et on espère que ça va le faire. Une équipe quand même où il y a Valentin Paré-Peintre, Geoffrey Bouchard, Bruno Armirail, Félix Gall, donc Victor Lafay, Clément Berthet, Ben O'Connor, Sander de Pestel. Bon, tu m'enlèves Sander de Pestel, mais c'est quand même une équipe qui va, je vais pas dire qu'il va faire all-in, mais qui veut briller sur un grand tour et enfin valider sa place parmi le gratin du cyclisme mondial sur cette année 2024 qui a été riche. Ils viennent quand même pour briller, donc on peut espérer. Allez, moi je mise sur un Valentin Paré-Peintre. Je pense qu'il a vraiment le profil pour aller briller sur une Vuelta, lui qui avait brillé aussi sur le Tour d'Italie, en faisant 16e, mais aussi en ayant une victoire d'étape à Boca della Selva. Il va être là pour prendre des échappées, peut-être un Félix Gall qui va vouloir se racheter du Tour de France, mais il a terminé dans le dur quand même, Félix Gall sur le Tour de France, donc ça va peut-être être compliqué au niveau de la récupération. Et Ben O'Connor qui va vouloir terminer son histoire avec Decathlon G2R avant de partir chez Jayco Alula. Ouais, il y a quand même moyen que l'équipe Decathlon G2R brille. Après, pour le reste, il n'y a pas d'énormes favoris. Il y a un David Gaudu qui va pour se racheter, mais voilà. Ouais, Chouchou Gaudu qui sera là. Je suis curieux de savoir s'il vient pour les étapes ou pour le général, mais un Max Poul, par exemple, de la DSM, je suis curieux de voir aussi
aussi Max Poul, qu'est-ce qu'il veut faire là. Moi, je trouve voilà, il fait plutôt une belle saison également, donc à voir ce que ça donne. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'inconnus, mais c'est aussi ça qui est plaisant, c'est que voilà, ils n'auront pas le temps de tergiverser non plus, quoi, parce que ça va arriver assez vite les premières grosses étapes de montagne. Donc ouais, ça va être super intéressant, mais comme tous les ans, la Vuelta globalement, c'est un grand tour qui nous réserve pas mal de surprises en tout cas et de révélations, et c'est pour ça qu'on aime cette course. Tu parlais de Tiberi, qui a fait 5e du Tour d'Italie, quand même, il faut le rappeler. Parmi ceux qui étaient présents au Tour d'Italie, qui n'étaient pas au Tour de France, Daniel Felipe Martinez, qui a terminé 2e derrière Pogačar, peut faire office de... allez, on verra comment ça va se passer avec Roglic à la pédale, mais Daniel Felipe Martinez, c'est aussi le moment pour lui de confirmer ce qu'il a montré au Giro, en étant parmi ceux qui peuvent jouer la gagne. Ben O'Connor qui a terminé 4e, Timen Arensman qui a terminé 6e du côté des Ineos Grenadiers. Timen Arensman qui est régulièrement dans le top 10 des courses par étapes qu'il dispute. À côté de lui, il y aura un Carlos Rodriguez qui a été un peu dans le dur sur la fin du Tour de France, 7e, à voir comment il l'aura récupéré. Le vainqueur sera parmi ceux qui n'étaient pas au Tour de France pour toi ? C'est toujours délicat à dire, mais... d'un côté, Roglic, il a pas fait tout le Tour de France, donc est-ce qu'on le compte dedans ? Mais ouais, je sais pas, c'est délicat. Je serais pas à répondre à ça, franchement, parce que tu te dis, non mais le Tour de France, il a été tellement difficile, il faut voir comment les coureurs ont récupéré. Ce Tour d'Espagne a l'air vraiment très dur aussi. Mais un Roglic, tu vois, il a pas fait tout le Tour de France, donc est-ce qu'on le compte là-dedans ? Moi, je maintiens quand même qu'un Roglic, avec l'équipe qu'il a autour de lui, si vraiment il a les jambes, je vois pas qui peut le contester. Par rapport à l'équipe qu'il a autour, etc., ça va être très dur d'aller le chercher. Maintenant, voilà, si on a le Roglic du Tour de France qui était pas dans sa forme optimale. Moi, je trouvais qu'il montait en puissance. Ouais, c'est pour ça, mais le problème, c'est qu'il est quand même parti sur blessure, donc faut pas occulter ça non plus. Savoir comment il a pu se réentraîner derrière, mais non, moi... Encore une fois, je vois un Roglic qui, vu l'équipe qui est autour de lui, t'as oublié de citer aussi Lipovic, l'Allemand qui a fait un très beau Tour de Romandie par exemple. Donc voilà, il va falloir aussi compter dessus. Donc non, franchement, en termes d'équipe, la Red Bull Bora-Hansgrohe m'impressionne. Ouais. Et puis du côté de la Visma Leasebike, on a quand même oublié de citer un Kian Heudebrock qui lui en tout cas veut viser un général et passer un cap pour Kian Heudebrock dans une équipe où il y aura aussi Wout van Aert. Alors Wout van Aert, lui il va être quoi, en rôle hybride, il va tenter peut-être d'avoir le maillot rouge dès la première étape contre la montre, il va pouvoir viser le maillot vert peut-être. Wout van Aert, ça peut être aussi un objectif pour lui, qui est capable de tout passer, de gagner à peu près sur toutes les étapes, mis à part peut-être l'arrivée à Picon Blanco et les grosses étapes de montagne et de haute montagne, à voir comment ça peut se passer. Voilà, en tout cas, allez, moi si je devais donner un favori pour le classement général, je mettrais Sepp Kuss pour le back-to-back. Je sais pas pourquoi, lui je le sens venir de derrière les... Grosse cote, hein. Justement, grosse cote. Je sais pas. Je sais pas. Je me dis que... Ouais. Je me dis qu'il est capable de briller sur les parcours espagnols, que ça va lui correspondre. À voir, maintenant. Même si pour moi, Joshua Tarling sera le premier maillot rouge à Lisbonne, en tout cas pour le premier contre-la-montre, ce samedi de ce Tour d'Espagne. Je pense qu'on a fait quand même le tour. On a parlé des Français, de David Gaudu, on a parlé des autres, il y a Guillaume Martin aussi. Bon voilà, Guillaume Martin, avant de partir à la Groupama FDJ, à voir si son vélo pèsera pas trop lourd pour qu'il puisse briller. On espère pour lui, parce que c'est important dans les montées espagnoles quand même, d'avoir un bon vélo, léger en tout cas. C'est important, oui, parce que quand t'as 28% devant toi, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, voilà. Et puis la sensation Isaac Del Toro, t'en as parlé tout à l'heure, moi. J'attends de le voir. Bon, FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour parler des JO et puis parler de cette Vuelta. On se retrouvera un peu plus tard aussi vers la rentrée maintenant, parce que ce mois d'août est quand même pas mal chargé pour nous. Il y a quand même pas mal d'actualités. C'est clair, oui, au niveau vélo. Puis après, on pourra même parler des transferts, parce qu'il y a aussi il y a des belles surprises qui arrivent, je pense. On attend Alaphilippe pour parler des transferts. Je pense, on attendra Alaphilippe quand même. Puis il y en a d'autres qui vont arriver aussi, des gros changements chez Cofidis, chez H2R également. Et puis avec des jeunes qui arrivent, la FDJ qui se transforme un petit peu aussi. Donc ça va être et puis sympa. Ça y est, Lenny Martinez à la Bahreïn, c'est officiel. Ah oui, quelle surprise. Quelle surprise. Bon. FP, je te remercie beaucoup. Bonne Vuelta. Merci à toi. Merci pour les JO. Et puis à bientôt. Et puis on va réussir. On sait comment. Voilà, ça c'est pour ceux qui regardaient sur France Télé. Voilà, je vous le remets en tête. À bientôt dans Vélo Podcast. Ciao, ciao FP. Allez, ciao à tous.